si on veut diagnostiquer un TDAH à l'âge adulte, on est obligé de revenir avant 12 ans. On ne fait pas de diagnostic, on fait des hypothèses diagnostiques, il faut faire confirmer par le médecin. Tu peux être un vrai homme et avoir des émotions, avoir des moments où t'es pas bien, tu te sens pas bien et c'est ok. Quand tu vas au sport, tu prends plus soin de quoi ? Ta santé physique ou de ta santé mentale ? La santé mentale, c'est encore assez tabou. Prendre soin de sa santé, ça veut pas dire copier celle des autres. C'est comment la gestion de tes émotions ? Ah, écoute, là c'est dur en ce moment. Ah, THP, non c'est sûr, tu quel racontes âge n'importe quoi. T'es trop nul, t'es le pire parent que j'ai eu. Bienvenue dans Corps et Esprit Le podcast qui muscle votre corps et renforce votre esprit. Nous sommes Meryl Bissonnier et Flavio Guillonneau, coach santé depuis 2019, fondateur du Pareto de la santé, notre accompagnement pour se remettre en forme physique et mentale. et de Nutripreneur, notre marque de compléments alimentaires de qualité supérieure fabriquée en France. Dans ce podcast, nous discuterons de santé physique et mentale à 360 degrés. Afin de développer un corps et un esprit solides pour réaliser vos rêves et défis les plus fous. Bon épisode. Bon, bienvenue dans ce nouvel épisode de Corps et Esprit. Aujourd'hui, invité très particulier, on va vous présenter Baptiste qui va aussi se présenter. Écoutez l'épisode tranquillement, je vous rappelle que vous avez les liens en description pour télécharger votre ebook. Et merci à Nutripreneur, qui est notre propre marque de compléments alimentaires, de financer cet épisode. Alors Baptiste, bienvenue. Merci. Ouais, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à toute votre communauté. Et du coup, Baptiste, je suis psychologue clinicien spécialisé en neuropsychologie. Ok. Donc en gros, ça veut dire que j'étudie le fonctionnement cognitif d'un individu pour essayer d'expliquer les comportements. Ok. Du coup, tout ce qui est intellectuel, attentionnel, exécutif, émotionnel, soit je le prends en charge, soit je l'évalue pour voir comment l'individu est. Donc j'exerce en cabinet et à côté, récemment, je suis sur les réseaux sociaux pour essayer de démystifier un petit peu ça, apporter une valeur un peu scientifique à tout ça parce qu'on entend un peu de toutes les couleurs et donc depuis sur Instagram principalement, le neuropsy depuis peu. Depuis Trop bien. combien de temps Ça va faire 6 mois, ouais c'est ça, Ok. plus ou moins. Oh, ça a bien pris 6 mois, franchement. Ouais, ça a bien pris, mais en fait les gens sont hyper réceptifs. Ce qui marche le plus, c'est le TDAH. On va beaucoup en en parler parler. aujourd'hui. Ouais, je crois que ça va être un sujet, voilà. TDAH, HPI, c'est des trucs qui marchent vraiment beaucoup, les gens se questionnent énormément. Donc, il y a plein de choses à chercher, à comprendre, et il y a toutes les infos. Enfin, il y avait une super vidéo aussi là, de Léo Duff, il n'y a pas si longtemps, sur le TDAH. C'est incroyable de voir à quel point c'est en fait un engouement, et moi, je m'en rendais pas compte. Mais donc, les patients arrivent des fois au cabinet, ils sont là en mode non, mais là, un TDAH, c'est sûr. Ok, direct. Direct. On rappelle prévalence 5%. Ouais. Donc c'est pas tant que ça, quoi. T'as lancé le sujet, donc je t'en prie. Comment tu définis un TDAH ? Qui veut dire, du coup, pour rappel, TDAH ? Trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. À noter TDA, on entend aussi souvent ça, du coup, sans le côté hyperactivité, ça se dit pas vraiment, c'est vraiment une ancienne terminologie qui aujourd'hui c'est vraiment TDAH dans tous les cas. Et en fait, il y a 3 types de TDAH, donc 3 spécificités. Versant inattention, versant mixte, ça veut dire à la fois inattention, et le dernier versant hyperactivité. Et donc, il y en a un des deux qui va peut-être plus s'exprimer, ou au contraire, les deux sont pareils. Et alors, pourquoi il y a inattention et hyperactivité ? C'est parce qu'en fait, tout est situé à l'avant du cerveau, du coup, dans le préfrontal. Et donc, c'est là où se passent à la fois les capacités attentionnelles et à la fois les capacités, le contrôle hyperactif, impulsivité, etc. Du coup, voilà. Donc, c'est un trouble du neurodéveloppement. Ça apparaît dans l'enfance avant l'âge de 12 ans. C'est-à-dire qu'en fait, dès 10 ans, tu peux déjà savoir si une personne sera TDAH. Ouais, totalement. C'est dingue, ça. Enfin, en fait, c'est dans l'enfance que ça devrait se diagnostiquer. Après, il y a des adultes qui passent à côté, qui le voient pas, ou qui ont mis plein de stratégies, ou qui arrivent à s'en sortir, parce que plein de composantes possibles et imaginables, mais c'est forcément dans l'enfance. C'est-à-dire que si on veut diagnostiquer un TDAH à l'âge adulte, on est obligé de revenir avant 12 ans. Il faut que la symptomatologie, en fait, il y a 18 symptômes au total, 9 en inattention et 9 en hyperactivité. Et il faut qu'on retrouve un certain nombre de symptômes dans l'enfance. Et du coup, là, ça devient compliqué. Parce que quand tu es avec une personne qui a, 30, 35 ans, 40 ans, tu dois parler avant de tes 12 ans. Oui, et du coup, quand vous étiez en classe, vous étiez comment ? Et alors là, c'est une cata parce que on se rend compte, les études scientifiques montrent que les souvenirs sont pas du tout corrects. Donc, faut y aller un peu en marchant sur des œufs. On essaye, ok. Donc c'était comme ça. Vos carnets, vous avez vos bulletins scolaires. Certains sont méticuleux, les ont toujours, mais la majorité les ont plus. Et du coup, c'est un diagnostic qui doit revenir, vu que c'est vraiment trouble du neurodéveloppement. Ouais. Et est-ce qu'il y a genre un indice qui fait que tu dis, là, c'est sûr, t'es TDAH ? Non, il n'y a pas 1 à 10, du coup, il y en a 9.
Ouais, mais est-ce qu'il y en a qui sont un peu plus présents que d'autres ou en vrai il faut vraiment les 9? Ouais, est-ce qu'il faut valider les 9? Voilà, est-ce qu'il faut valider les 9? Faut pas valider les 9. Dans l'enfance, il faut valider 6 sur 9. Okay. Et à l'âge adulte, c'est 5 sur 9. Ok. Et c'est lesquels du coup, si on veut savoir? Grossièrement, par exemple sur le versant inattention, ça va être des choses comme est-ce qu'il y a des oublis réguliers, a des difficultés à suivre une conversation, peut donner la sensation de pas écouter quand on lui parle directement, est facilement distrait par ses propres pensées ou par le monde extérieur, enfin par l'environnement, genre typiquement un boom boom. Est-ce que la personne va direct de son activité ou au contraire est-ce qu'elle va réussir à inhiber en fait à ce moment-là, il faut inhiber le bruit. S'il y a un camarade qui parle à côté, est-ce que le cerveau il est capable de faire le camarade il parle mais de toute façon moi j'écoute le prof en face de moi, ou est-ce qu'au contraire le cerveau il n'arrive pas à inhiber l'information et donc je me tourne direct et je vais regarder mon camarade et du coup H24 je suis distrait. Ça j'en ai cité 4 et après du coup il y en a 5-6 autres. C'est des oublis, ça va être vraiment difficulté de concentration, difficulté à s'organiser, à faire les choses. Du coup, c'est beaucoup de procrastination aussi, de j'arrive pas à y mettre, j'arrive pas à faire, etc. Après, il y a TDAH et procrastination, c'est pas la même chose. Le TDAH, c'est vraiment un trouble, c'est genre d'un point de vue, genre on met une personne dans une IRMF fonctionnelle, comme ça on voit le fonctionnement du cerveau en même temps. On voit que c'est pas la même densité corticale. Il y a des vidéos sur YouTube que vous pouvez trouver genre avec 2 cerveaux, un cerveau normal et un cerveau ADHD, et on voit vraiment genre la différence entre les 2 cerveaux sur l'épaisseur corticale, sur le développement du cerveau, etc. C'est différent. Après, bonne nouvelle, il y a des études, genre, je crois 2007-2010, qui disaient justement il y a pas mal d'adultes qui, diagnostiqués dans l'enfance, ne présentent plus la symptomatologie à l'âge adulte, une 50%, et ça irait même plus loin. Et là, je mets des guillemets parce que j'ai pas bien tout révisé nickel, mais ça se verrait même plus à l'imagerie en fait. Le cerveau, ça y est, il a eu son retard, il a eu ses difficultés de retard, etc. Mais vu qu'il a été bien pris en charge, c'est bon, ça s'efface et ça redevient normal. Ok, c'est bien parce que je savais pas du tout ça. Et par rapport à l'enfance, parce que du coup on a dit que ça se faisait dans l'enfance, et on dit en Scandinavie qu'un enfant qui bouge à l'école, tu vois, sur sa chaise, c'est plutôt un enfant normal, alors que j'ai l'impression qu'ici en France on dirait que c'est un hyperactif. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Est-ce que du coup un enfant qui bouge énormément, t'as dit il faut avoir tous les symptômes, il faut avoir 6 sur 9, mais est-ce qu'on diagnostique pas un peu trop vite les enfants TDAH aussi, tu vois, par rapport à d'autres pays? Je pense pas qu'on les diagnostique trop vite. Enfin, en fait, par rapport à d'autres pays, on a 2 manuels. Ça s'appelle le DSM, Diagnostic of Statistic of Mental. Enfin, je me souviens même plus. C'est affreux ce que je viens de faire. Il s'appelle le DSM, ce qui veut dire, je sais plus. Enfin non, diagnostic mental, statistique, enfin quelque chose comme ça. Et en gros, ça répertorie toutes les classifications des troubles, des pathologies liées à la santé mentale. Et en Europe, on a la CIM-11. C'est la même chose. D'un côté, c'est Amérique et de l'autre côté, c'est nous. Mais ça, c'est des classifications internationales. Elles sont valables partout. Donc, que ce soit dans les pays scandinaves ou en France, c'est la même chose. Et du coup, on doit se baser là-dessus. Le côté vraiment de ce qui se passe dans la vie Enfin, est-ce qu'on a la main un peu plus lourde ou pas? Je pense qu'il y a vraiment un effet de halo en ce moment sur le TDAH, sur ça y est, personne n'arrive à se concentrer, c'est une cata, mon enfant est TDAH, je suis TDAH, etc. Je pense pas que la prévalence en France, elle explose pas par rapport aux pays finnois, Suède et Norvège. C'est, à mon avis, sensiblement la même. Juste peut-être que l'approche est peut-être un petit peu différente, mais après je pense que c'est sensiblement la même chose. J'ai eu un patient qui du coup a vécu en Finlande. Quand je regarde son parcours de soins, c'est la même chose que ce qu'on fait nous en France. On utilise pareil, les mêmes outils, tout pareil. Rien ne change sauf la langue. Ok. Et tu vois, autour du TDAH, je pense qu'il y a beaucoup de mythes. Est-ce que c'est grave d'être diagnostiqué de TDAH? Est-ce que on peut parler même d'avantages et d'inconvénients ou c'est juste un état de fait et puis ça reste un trouble de l'attention. Comme ça. Trouble du déficit de l'attention. Donc, ça doit pas être tous les jours facile. Maintenant,
il y a vraiment ce mouvement de neurodiversité. Donc c'est l'idée qu'on est tous différents et que il y a des personnes qui présentent un trouble du spectre autistique, des personnes avec un trouble un TDAH, des personnes avec etc. Et que en fait faut tous qu'on s'accepte et on est tous différents et c'est ok. Oui, c'est ok. Par contre, le TDAH peut aussi amener son lot de contraintes et plus de contraintes que de choses positives. En vrai, avoir des difficultés à s'organiser, à planifier, à se mettre à travailler, à faire preuve de flexibilité mentale, c'est-à-dire de passer d'une tâche à une autre, de devoir bouger pour travailler alors que c'est pas forcément toujours adapté d'être debout, machin, alors qu'on s'y met, hein. On a les standing desk maintenant qui monte, qui descend, on a plein d'outils extraordinaires pour pouvoir bouger, mais ça doit pas non plus être un méga avantage. Alors je suis pas trop de la team de dire c'est une bonne nouvelle, ça reste pas une bonne nouvelle parce qu'il y a quand même dans les premières indications, là de la HAS, donc la Haute Autorité de Santé, c'est genre, diagnostic évidemment. À noter, je rappelle, le psychologue et le neuropsychologue ne fait pas de diagnostic. Genre, on ne fait pas de diagnostic. On fait des hypothèses diagnostiques. Il faut faire confirmer par le médecin. Alors, aujourd'hui, le neuropsychologue, il pose énormément d'hypothèses diagnostiques, genre sur toutes les troubles du neurodéveloppement, donc TSA, les troubles des apprentissages, les anciens 10 orthographie, dyscalculie, etc. TDAH, machin, etc. Très bien, mais ça reste que des hypothèses. Et donc, derrière, on les fait confirmer. Et je le dis parce que c'est hyper important. J'ai plein de patients, de parents, d'adultes, peu importe, qui viennent au cabinet ou même sur les réseaux sociaux où les gens me disent « Oui, mais mon psychologue m'a dit que j'étais ça. » Non. Enfin, peut-être s'il l'a dit, c'est qu'il est pas très bon et que son éthique et sa déontologie go la poubelle. Mais en fait, c'est que, c'est le médecin qui doit confirmer. Le psychologue, il émet des hypothèses et il prend en charge, il évalue, il fait plein de choses trop cool, mais médecin. Et donc, je me suis un peu perdu par ce rappel important. Non, mais du coup, c'était par rapport au diagnostic qui était toujours fait par les médecins. Ouais. Et mais du coup, ça veut dire que vous n'avez pas les compétences pour faire un diagnostic ou c'est plus légalement en France, c'est le médecin qui pose le diagnostic? C'est le médecin, il a fait bien plus d'années d'études que nous, hein. On en a 5, nous on a un cursus universitaire classique. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Et en fait, du coup, une fois qu'on a le diagnostic, et ça me permet de revenir sur ce qu'on était, en fait, les recommandations, c'est déjà psychoéducation, genre en mode qu'est-ce que tu as, comprendre ce que c'est en fait, le TDAH. Puis ensuite, c'est traitement, méthylphénidate. Donc, c'est genre, en gros, un bloqueur qui vient sur le circuit de la dopamine, etc. Et derrière, pour les enfants, ça va être tout ce qui va être adaptation scolaire et guidance parentale. Mais on a quand même une phase de traitement assez importante. Donc, ça reste un trouble, quoi. Ouais. Et du coup, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, le système scolaire pour les enfants est adapté pour justement... éviter tout ce qui est TDAH, ou tu penses qu'il y a des choses à améliorer? Enfin, tu vois, comment tu vois la chose? Le système scolaire, il peut pas éviter tout ce qui est TDAH. Non, mais est-ce que tu... Non, mais c'est inné, c'est-à-dire qu'en fait, tu nais, tu l'as, ou ça va être aussi en fonction de ce que tu fais? La question de l'inné ou de l'acquis, elle est pas toujours très très bien établie. On sait pas trop exactement ce que c'est, en fait. Certainement une part de génétique, manière assez indéniable, mais après il y a d'autres choses, il y a des facteurs environnementaux, par exemple la pollution, c'est aussi une piste de recherche et peut-être d'explication du machin, du pourquoi, le côté environnement familial, etc., de où je vis, de où je grandis, etc., ça a aussi un impact. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent impacter tout ça, mais savoir exactement d'où ça provient, c'est comme pour l'autisme, on n'a pas de données vraiment extrêmement exactes, en fait. Et du coup, pour rebondir sur l'école, aujourd'hui, l'école, elle a quand même vocation à vouloir adapter à fond, genre neurodiversité, avec des PAP, des PPRE, plan d'accompagnement personnalisé, vraiment où on adapte l'école, donc on lui permet le mouvement, on lui met une balle de yoga, un coussin gonflant, un élastique au pied de la chaise, on lui autorise des balles anti-stress, il peut sortir pendant le contrôle si vraiment il arrive plus à se concentrer, ou au contraire il a plus de temps, ou s'il arrive pas à terminer son contrôle, on va pas le sanctionner, etc. On essaye d'adapter à fond, mais après ça reste, je trouve plutôt bien, mais après tout se fait pas à l'école. Ouais. Dans le sens où quand une prof, j'en ai des profs qui m'ont au téléphone, ils me disent
vous voulez que je vous réponde à votre questionnaire là, mais il y a 100 questions à votre questionnaire. Mais vous croyez que moi j'ai que ça à faire avec 30 élèves Ouais, je comprends, ça doit pas être facile, mais du coup les profs ils sont déjà débordés et ils s'en sortent plus avec. Ils sont fatigués aussi. Donc je pense que ça joue aussi beaucoup à la maison sur le rôle des parents qui vont avoir du coup à avoir des guidances parentales à fond avec d'autres professionnels ou dans les livres pour que leur enfant ait les bons outils à l'école, à la maison pour faire les devoirs, pour être autonome, pour essayer de mettre en place les bonnes stratégies, les bons comportements à adopter pour justement compenser ce déficit d'attention. Et justement à la maison, comme tu parles de bons comportements, qu'est-ce qu'un parent devrait faire? Tu dois citer que 3 parce que je suppose qu'il y en a énormément. Tu vois, Et les bons comportements, les routines. Ouais. Genre routine avec une liste de tâches bien prédéfinie, genre en mode, voilà, quand le matin on doit se préparer pour aller à l'école, ou même ça marche pour quand on est adulte, les routines. Les routines du matin, elles sont importantes. Je me lève, je me prépare, je fais mes affaires, je me brosse les dents, etc. Mais que ce soit bien structuré et que ça permette aussi d'initier le mouvement. Parce que si, comme vous et moi, on n'est pas TDAH autour de cette table, non. Pas à votre connaissance, nickel. Mais par contre, si vous vous réveillez le matin, que vous posez dans le canapé avec un chocolat chaud à la place de votre café, que vous démarrez TikTok et que vous allumez la télé pour regarder T'es fou, peut-être que ça va être plus compliqué d'aller au travail ou à l'école. C'est sûr. Parce que T'es fou, je sais pas si ça existe encore, mais je c'est sais quand même pas, mais je vois bien. très bien le truc. Tous les dessins animés qui passent. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça va aussi dépendre des habitudes. Tout ça, c'est un premier truc. L'habitude, c'est trop bien. Le deuxième, c'est ne pas culpabiliser. C'est, il y arrive pas là. Il n'est pas disponible. Il veut pas faire ses devoirs. Il vient de se mettre en pleurant sous la table à hurler. Peut-être que là, vraiment, au calme, peut-être on fait pas les devoirs. Tant pis, on fait un mot à la maîtresse. Ça aussi, ça peut s'adapter avec l'école aujourd'hui. On peut dire, en fait, il y a des devoirs quand ils sont pas faits, on sanctionne pas une fois arrivé à l'école. Parce que du coup, l'enfant n'était pas du tout en capacité. Il a eu sa journée dans les pattes. Peut-être qu'il s'est fait harceler dans la cour de récré. Il s'est peut-être passé plein de choses. Et du coup, là, on va pas chercher à faire les devoirs le soir. Il est pas dispo. C'est comme si votre patron, admettre que vous avez un patron, il vous appelle à 21h, il vous fait ouais, au fait, Gisèle, par contre, là, il me fallait un truc pour demain impérativement, faut que tu t'y mettes parce qu'il me le faut pour demain 9h. Vous faites quoi? Peut-être pas. Peut-être pas. C'est sûr qu'à 21h, pas du tout. C'est pareil pour un enfant qui a fait 8h30, 16h30 à l'école, qui est fatigué de sa journée, qui a passé une mauvaise journée, etc. Et à qui on lui demande de faire ses devoirs, alors que déjà, attentionnellement, c'est compliqué. Et puis après, il y a tout le versant psycho-affectif. Parce que ces enfants, souvent, ils sont en difficulté. Je parle pour ceux qui sont vraiment en difficulté. Côté psycho-affectif, genre anxiété, estime de soi, confiance en soi, etc. Elle en prend un coup aussi, quoi. Du coup, je comprends mieux pourquoi tu disais c'est pas vraiment à l'école de s'occuper de ça. Tu sais, quand je te demandais est-ce que l'école c'est bien pour le développement des enfants, c'était plus en général, pas est-ce que s'adapter aux enfants. Mais du coup, si on comprend bien que quand même les habitudes à la maison jouent énormément, comme tu as dit, si le matin tu te lèves, t'es tranquille, t'allumes la télé, tu scrolles et tout, forcément ça va pas aider. Donc on voit qu'il y a des habitudes qui sont solides. Donc du coup, je comprends mieux le fait de peut-être qu'à l'école, il y a un système qui est fait comme ça pour une généralité. Et qu'après, effectivement, on l'adapte si on peut, mais surtout à la maison que ça se passe, notamment avec les habitudes que tu as dites, ou qui sont hyper importantes pour l'enfant. Et vu que c'est depuis notre enfance qu'on développe justement le TDAH, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir de bonnes habitudes dès le plus jeune âge, quoi. Pour éviter... c'est important d'avoir que les parents aient les bons outils face à des enfants qui présentent ce trouble-là, sinon... effectivement, après, ça peut être compliqué. Et après, il y a plein de troubles associés chez l'enfant. Des fois, je parlais de pas culpabiliser. Alors, est-ce que ça a un lien ou pas? Je sais pas. Peut-être que je dis des bêtises. Mais après, il y a ce qu'on appelle le TOP, le trouble oppositionnel avec provocation. Ça va être des enfants qui, toujours en opposition. Ok. Non. Rien à voir. Ok, d'accord. Non. Et jusqu'à tu quel racontes âge? n'importe quoi. T'es trop nul. Ok. T'es le pire parent que j'ai eu, quoi. Vraiment. Et donc, et en fait, en opposition totale, ça t'a mis un petit coup de chaud. Excuse-moi. Je dis, putain, là, c'est pas ça tout. Je dis les premiers degrés. Le petit coup de chaud, pardon. Non, mais au moins, c'est très pédagogique. En fait, c'est tout le temps dans l'opposition à l'autre. C'est violent, en plus. C'est violent, mais en fait, l'enfant, il est pas bien.
Il est pas bien du tout parce que lui, ils se sont persécutés des adultes, des autres, des grands, c'est la faute des autres. Et donc lui, il a vraiment une importante souffrance. Mais souvent, en tout cas dans ma pratique, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a souvent des difficultés attentionnelles qui sont liées. Et du coup, l'enfant, il y arrive pas. Mais sauf que vu que des fois, il y arrive très bien, et ben du coup, on lui dit, oui, mais là, t'avais réussi, t'avais eu 16 sur 20. Pourquoi t'as pas 16 sur 20 tout le temps? Pourquoi tu me rapportes des 3 maintenant? Ouais, mais en ce moment, j'y arrive plus. Ben non, mais fais un effort, va travailler. Le fameux fais un effort. Ouais, le fais un effort, c'est comme la dépression, un petit coup de pied au cul, et puis hop, ça repart. C'était pas la même chose, le podcast de la semaine dernière, du coup, c'est ça. Vous pouvez aller écouter avec Victoria. T'es bien informé, dis donc. Ouais, c'est fou, ça. Dis donc, est-ce qu'on travaille ensemble? Donc, c'est compliqué. Donc, des fois, il y a des troubles associés, genre comme des TOP, des choses comme ça, ou de l'anxiété aussi, parce que les enfants, ils sont en véritable souffrance et c'est compliqué pour eux. C'est super tout ce que tu dis parce que nous, du coup, comme on est dans le milieu entrepreneurial, on connaît beaucoup de personnes qui, c'est pour ça que je te demandais s'il y a des avantages, qui presque glorifient le TDAH, tout ce qui est zèbre, je m'y connais pas trop, la multipotentialité en mode mais c'est génial, j'ai un trouble de l'attention, du coup en fait j'arrive pas à me concentrer, je suis multi-entrepreneur, j'ai plein de projets et j'ai jamais su comment me positionner par rapport à ça parce que je dis ouais mais je sais pas, et puis dans notre secteur les gens se considèrent TDAH à partir du moment où ils arrivent pas à faire la même chose pendant 1 heure, donc je trouve que c'est un peu limite peut-être pour ceux qui dans les 9 symptômes il y avait pas. Ouais. Elle n'est pas capable de faire quelque chose. C'est juste la dopamine qui est peut-être trop flinguée. Hein. Il y a de ça aussi. Alors, dans le TDAH, il y a cette question de dopamine. Bien sûr, j'imagine que c'est lié. En fait, on a nos synapses, il y a la fente synaptique, etc. Et donc, en fait, le rôle du méthylphénidate, c'est de venir se placer sur les récepteurs. En gros, c'est comme si la dopamine n'avait pas le temps de faire le bon circuit et que le neurone émetteur récupérait l'information avant que le récepteur l'ait. Et le traitement du TDAH, ça a pour objectif, je vulgarise, bien sûr, il y a plein d'approximations. En fait, le récepteur du coup qui lui reçoit l'info, il a pas le temps, donc l'émetteur reçoit, envoie, il récupère, et donc le récepteur n'a jamais eu l'info. Ah oui. Et donc en fait, le rôle du traitement, c'est de venir lui dire, tranquillou bilou, laisse le cerveau prendre toute l'information et ensuite tu récupéreras l'information. C'est typiquement s'envoyer un message sur WhatsApp. T'envoies un message sur WhatsApp, tu l'envoies à l'autre. Si tu le supprimes instantanément et que l'autre il a pas eu le temps d'en prendre connaissance, ça marche pas. Ouais. Donc l'idée c'est il prend connaissance et ensuite t'as la réponse. Et donc c'est ça en fait le côté dopamine qui est un peu dysrégulé, etc. Dans le TDAH c'est un des trucs, mais je ne m'y connais pas suffisamment en neuroanatomie, etc., pour pousser le sujet. Et du coup, oui, la dopamine, aujourd'hui, c'est un vrai problème. Ouais, en fait, il y a peut-être des gens qui, effectivement, comme tu dis, se caractérisent TDAH, alors qu'en fait, c'est peut-être des dérèglements de la dopamine, une gratification instantanée. Ouais, on va en parler après de ça. Et ça, c'est assez intéressant. Les gens qui, à l'âge adulte, se diagnostiquent d'eux-mêmes. Même en se basant sur des réels Instagram et qui disent ouais mais moi c'est sûr je suis TDAH, je tiens à dire pour toutes ces personnes qui m'écoutent, je suis passé par là en me disant non mais c'est pas possible, moi aussi je suis TDAH. Je voyais des TDAH souvent au cabinet et je me disais non mais c'est pas possible, moi aussi je suis TDAH, c'est pas possible. Je commençais à devenir fou parce que on a tous des problèmes à se mettre à la tâche, on a tous une facilité à procrastiner. Enfin, c'est plus sympa d'aller chercher un McDo au drive que d'aller se cuisiner un plat trop bien, super bon, avec des bons apports caloriques, mais qui t'as passé 2 heures en cuisine. Donc, c'est un peu la même chose avec le travail. C'est plus facile d'aller chercher, quand t'es chez toi, tranquille, d'aller chercher une série Netflix, un épisode YouTube où te retrouver à scroller, que de te mettre à travailler. Et je pense aussi que du coup, le TDAH, il est vachement mis en avant sur tout ce qui est entrepreneur, parce que hypothèse, vraiment full. Parce que ces personnes, elles sont livrées à elles-mêmes. Il n'y a pas de N+1, N+2, N+3, il n'y a pas de 9h, 18h au bureau, il n'y a pas tout ça. Donc du coup, je fais un peu ce que je veux. Mais quand tu fais trop ce que tu veux, mais que tu n'as pas planifié ta journée, que tu ne sais pas dans quelle ordre tu dois le faire, etc., résultat des comptes, il se passe quoi ? Rien. Bah ouais, pas grand-chose en tout cas. Le cerveau, faut pas oublier, il est flemmard quoi de base. Donc lui, ce qu'il veut, c'est survivre. C'est ça. Donc si tu lui donnes pas un minimum de clés pour réussir, enfin pour avoir des process, des minimums d'habitudes pour justement faire des tâches, forcément, il va pas faire grand-chose et la procrastination, elle est très présente du coup chez ces personnes-là. Mais du coup,
quelles peuvent être les pires habitudes à avoir pour se créer un peu ce trouble de l'attention. Tu vois, genre, c'est quoi scroller, c'est prendre 15 tasses de café, tu vois, c'est quoi? Alors, T'as 5 heures. Ouais, j'ai 5 heures. Non, bah, t'en as dit. Enfin, est-ce qu'il y a une mauvaise habitude? Une seule, je pense qu'elle suffit pas à flinguer le cerveau. Enfin, alors c'est quoi faire en sorte- l'ensemble? Ouais, je pense que c'est vraiment l'idée du style de vie, Ouais. de comment on décide de prendre soin de soi. Je pars du principe qu'on a une seule santé et du coup, on a souvent une tendance à diviser santé physique, santé mentale. Mais aujourd'hui, enfin. Il le fallait diviser parce que en médecine, il suffit de regarder les médecins. T'en as un, il s'occupe de ça, l'autre, il s'occupe de ça. Enfin, l'anesthésiste, le cardiologue. Le cardiologue, c'est pas la même chose que l'angiologue. Pourtant, ils sont tous les deux sur le système sanguin et veineux et machin. Et pourtant, ils font pas la même chose. Enfin, tout est très, très, très segmenté parce que pour faire des protocoles de recherche scientifique, faire de la recherche et avancer en médecine là-dessus, il fallait bien segmenter pour évaluer quelque chose de très précis. Et bah, effectivement, par contre, d'un point de vue scientifique, c'est trop bien, parce que bah, on avance, on trouve plein de résultats et c'est super. Mais par contre, effectivement, pour le commun des mortels, on n'a qu'un seul corps, qu'une seule santé, qu'un seul cerveau. Et aujourd'hui, on se rend compte que bah, c'est un ensemble, c'est un tout. Et prendre soin de sa santé, ça passe à la fois, et je trouve que d'ailleurs, le truc qui le montre bien quand tu vas au sport, tu prends plus soin de quoi? Ouais. Ta santé physique ou de ta santé mentale? C'est intéressant comme question. Bah, les deux, en fait. Bah, moi, je crois que tu prends soin de ta santé. Ouais, c'est ça. C'est même pas, tu prends soin de toi. Ouais. Et du coup, je trouve ça pertinent de se rappeler que, du coup, pour avoir une bonne productivité, pour réussir à travailler efficacement, etc., bah, faut réussir à avoir une bonne santé et prendre soin de soi avant, genre quasiment pyramide de Maslow avec les besoins primaires, secondaires, etc. Enfin, on pourrait l'imaginer, mais version productivité-travail. Et puis après, il y a un autre truc, c'est la vision des réseaux de voir plein d'entrepreneurs. T'as l'impression qu'ils bossent 12 heures par jour, quoi. Ouais. À ce type, Elon Musk, il travaille 70 heures par jour. Alors, au passage, je pense qu'il y a beaucoup, parce que je te le dis, j'étais concerné, qui se comparent justement à des mecs comme Elon Musk sans comprendre qu'en fait, c'est une exception de l'exception de l'exception. Et que bah aussi il y a peut-être des petites choses qui viennent aussi aider le fait de rester concentré du matin au soir, tu vois. Il y a peut-être des petites bah non mais attends, en fait une fois écoute, peut-être ça n'a rien à voir, mais une fois avec Meryl on fait un événement. Ouais. Et t'as un entrepreneur qui dit moi j'ai vendu 2 boîtes à plus de 100 millions, bah respect, tu vois. Mon secret c'est que je dors 4 heures par nuit. Et là il nous fait un calcul, il fait vous imaginez je gagne 3 heures par jour sur 20 ans. Donc tout le monde en mode tous les petits jeunes en mode bah waouh ce monsieur a tout compris. Et en off il dit bon ouais je prenais de la coke. Bah. Et tu dis j'ai envie de t'éclater. Ouais. J'ai envie de t'arracher toutes les dents, une par une, parce que là en fait tu vas te mettre dans la tête de plein de personnes Faut pas dormir. que dormir 4 heures c'est trop stylé. Et en fait voilà. Ouais 4 heures c'est just, dans certains vraiment d'un point de vue génétique, genre ils peuvent dormir 5-6 heures. Ouais. Mais ça reste hyper rare, ça reste tu vois, hyper c'est rare. Alors dans le milieu dans l'entrepreneur tout le monde pense que ah mais moi j'ai le gène. Non je fais mec t'es juste éclaté, tu t'en rends pas compte, tu vois. Ouais. C'est waouh. Mais moi je fais un travail là-dessus en ce moment sur moi-même, genre j'apprends que j'ai 7 heures de sommeil, chez moi ça ne marche pas. Il me faut 8-9 heures, tu vois. J'ai besoin de dormir. Et ça, je suis passé par tous ces trucs, réseaux sociaux, l'image de machin, etc. Et du coup, je me disais, ouais, mais il faut que je dors 6 heures, machin et tout. Je me souviens de la période du Covid. Il fallait vraiment... je dorme pas beaucoup, tu vois. Comme ça, j'allais au sport à 6 heures. J'allais courir, j'allais faire des fentes, autant que tu veux, etc. En mode, j'y vais, à fond. J'étais encore étudiant à cette époque-là. Et en fait, tu te rends compte que, ben non. Genre, ça me correspond pas. On est tous différents, on a tous un fonctionnement différent. Et prendre soin de sa santé, ça veut pas dire copier celle des autres. Ouais. Et ça, c'est important de le rappeler. Et donc, si vous avez besoin de dormir 9 heures par nuit, c'est OK. Trop bien, d'ailleurs. Achetez-vous un bon matelas pour kiffer. Enfin, allez-y à fond. Enfin, mettez-y le prix. Soyez content de retourner. Mais oui, clairement. Enfin, et puis, en fait, tu gagnes tellement de temps. On voit le truc de faut bosser 45 heures par jour. Tranquille. Bosse 2 heures bien. Tu verras tout le bénéfice que tu peux avoir en t'organisant correctement, etc. En fait, il y a vraiment cette notion qui est très importante, c'est du toujours plus. Mais, et du coup, du toujours plus, à se mettre tellement la pression de faut faire plus. Au bout d'un moment, tu fais rien.
Mais oui, mais de toute façon, on le voit. Occupé versus productif. Voilà, c'est ça. quoi. On le voit aujourd'hui, les gens font genre, moi, je travaille 8h à 21h, ou pour faire bonne impression, par exemple, au boulot, ou même quand tu travailles à ton compte. Mais en fait, est-ce que tu es vraiment productif de 8h à 21h? Non, pas du tout, en fait. Et comme tu l'as dit, il y a vraiment qualité versus quantité aussi. C'est déjà, sois productif en 2 heures d'affilée. Je peux te dire que si t'es vraiment productif, tu vas battre un certain boulot et puis tu vas être crevé, tu vois, genre ton cerveau, il va cramer de l'énergie, du glucose, donc tu vas le sentir, tu vas faire une petite pause, puis après tu vas te remettre au travail, mais tu peux pas faire des journées hyper productives de 8 heures, c'est pas possible. D'où l'importance aussi de bien dormir, parce que les gens pensent qu'ils gagnent du temps à pas dormir, mais en fait, tu perds du temps à pas dormir, parce que t'es pas assez productif, et du coup, au lieu de mettre 1 heure à faire une tâche, tu vas en mettre 3, quoi. Donc au final, tu perds du temps. Clairement, et du coup, ça revient sur ce qu'on disait, en fait, il y a ces 2 trucs qui s'opposent. Il y a d'un côté, le côté genre, faut avoir des bonnes habitudes, je pense, pour pouvoir être productif. Et de l'autre, attention à ne pas non plus être dans l'excès. Et c'est acceptez-vous, genre, la manière dont vous fonctionnez, acceptez-la. Hors pathologie, là, on parle pour toute personne normale qui trouve qu'il a des problèmes de procrastination et de concentration, etc. Si vous avez fait le parcours diagnostic et qu'il n'y a rien qui en ressort et qu'on vous a dit, mais monsieur, vous n'êtes pas TDAH, vous n'avez pas de pathologie quelconque, dans ce cas-là, acceptez-le, c'est OK. Faites un point sur comment vous fonctionnez et essayez de voir quoi changer, typiquement. Et donc là, on en revient sur quelles sont les pires habitudes. Oui, scroller, c'est pas terrible. Enfin, il y a des sociétés qui font des applis pour un peu limiter le temps d'écran, etc. Genre type Opal. Incroyable. On est allé dans leur bureau, etc. Enfin, ils m'ont donné, j'ai collé ça sur mon iPad, sur mon bureau. Enfin, j'ai mis ça partout. iPad, bureau, Mac, partout. Avec marqué Scroll Kills, en mode fumer tu, mais version scroller tu, quoi. Et incroyable. Trop bien. Et en fait, ça fait pas du bien de scroller. Enfin, à la fin, moi, j'ai jamais été bien après 20 minutes de scroll, quoi. Tu te dis, c'est un zombie. Là, qu'est-ce que j'ai fait, en fait? Qu'est-ce que j'ai vu il y a 2 minutes? Je sais plus. C'est intéressant parce que ça veut dire que du coup, pour revenir un peu sur par exemple, le TDAH, c'est peut-être que des gens pensent qu'ils le sont, alors qu'en fait, il y a quelques petites habitudes de santé à changer et ils vont voir que ce qu'ils pensent être un symptôme, t'es juste une mauvaise hygiène de vie. Ouais, ça peut. Après, c'est du cas par cas. Pour Bien certains, sûr. ça peut. Bien sûr. Pour d'autres, ça peut être véritablement un TDAH. Après, dans tous les cas, ce qui ne change pas, c'est qu'il y a quand même une plainte de la personne ou du patient. C'est-à-dire que le patient arrive face à toi et te dit, bah voilà, moi, mon problème, c'est ça, qu'est-ce qu'on fait? Bah, effectivement, on peut investiguer les troubles du neurodéveloppement ou on peut investiguer le style de vie, les habitudes de vie, l'anxiété, etc. Et des fois, en tout cas, de ce que j'ai l'impression quand même de voir, c'est que chez l'adulte, et encore une fois, j'ai peut-être un biais du fait que je sois sur les réseaux sociaux, etc. Mais chez l'adulte, j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus de personnes où c'est dû à un très haut taux de perfectionnisme en mode je veux être parfait sur tout ce que je fais, etc. Du coup, anxiété, du coup, hygiène de vie pas forcément super terrible, parce que bah ouais, mais là j'ai pas été assez productif, donc je me punis, je vais pas aller au sport, il faut que je travaille. Ah, mais alors, ce mécanisme de punition, vas-y. Mais... il y en a trop qui l'ont, quoi. Ouais. C'est un peu, j'ai mal fait ma journée, du coup je fais une douche froide, mais c'est... Ah, ça c'est encore autre chose. Ah ouais, ça non, mais c'est en mode punition, pire, en mode, mais j'ai dit, les gars, vous subissez du matin au soir. Ouais. Et après, bah, pour revenir sur l'épisode qu'on a fait la semaine dernière, on s'étonne qu'il y ait des burn-out, des états de déprime, voire des dépressions. Ouais, bah je pense que c'est aussi très société, genre c'est très glorifié de travailler bien, travailler vite, travailler fort, travailler tout ce que tu veux. Par contre, prendre soin de sa santé mentale aujourd'hui, ou de sa santé d'ailleurs, santé ça va, physique c'est ok, genre sport, faire du sport c'est ok, l'alimentation on avance ça aussi commence, un petit peu. On avance un petit peu, et par contre la santé mentale c'est encore assez tabou, genre et encore plus chez les hommes et tout, c'est encore pire. C'est vraiment non, tu dois aller bien. On se souvient des épisodes d'il y a quelques années, genre dépression, compagnie, bouge-toi le cul, ça va le faire. Ouais, c'est quand même un ensemble de plein de trucs dans ton cerveau qui se passent d'un point de vue genre vraiment neuroanatomique. Donc c'est pas juste t'as une tendinite là. Je pense que c'est très dur en fait de se mettre dans la tête de quelqu'un qui a une dépression quand on en a jamais eu. Ouais. Et c'est à mon sens ce qui explique qu'il y ait. Ça veut pas dire que ça justifie. C'est que j'essaie de comprendre pourquoi les gens comprennent aussi peu. Et je pense qu'en fait c'est un état qui est tellement unique que t'arrives. Tu vois, par exemple, quand tu dis j'ai mal au dos.
t'en as qui ont plus ou moins mal au dos, mais tu sais ce que c'est une gêne. Et quand t'as jamais été dépressif, en burn-out, ou même déprimé pendant plus de 2 jours, il faut avec un trouble du spectre autistique ou un TDAH ou peu importe. J'avais pas tous ces termes, mais exactement. Bah, il te faut un niveau d'empathie qui est énorme pour comprendre la personne. Ouais, alors est-ce que c'est la faute de vraiment au cas par cas ou est-ce que c'est parce qu'il y a vraiment un manque de prévention aussi parce que la santé mentale, c'est depuis peu la prévention. Enfin, peut-être limite depuis le Covid on est à fond. Mais sinon, avant, la vibes, c'était développement personnel. Hein. Ouais. Et le développement personnel, il n'était pas toujours très bien fait. Il y en a certains qui le font. C'est parfait ce qu'ils font, j'adore, c'est trop bien. Certaines personnes ont besoin de ça. Mais d'autres, c'était vraiment genre just do it, quoi. Et le just do it, j'adore. Enfin, c'est compliqué, quoi. Oui, c'est assez limite. C'est que maintenant, en plus, on a du recul sur tout. Il y a énormément d'études, de cas qui sont présentés. Donc, on sait maintenant comment, justement, prévenir, comment aussi savoir s'il y a des symptômes qui arrivent, comment. Se munir un peu de tout ça, et donc du coup c'est plus simple. Mais effectivement, il y a quelques années, en fait, t'as un problème de santé mentale, mais t'es qui, toi? Enfin, t'es chelou, c'est la honte, pourquoi tu dis ça, genre pourquoi t'oses parler de ce truc, alors que maintenant je trouve que les gens en parlent quand même de plus en plus, il y a une ouverture d'esprit là-dessus, et même les hommes au final en parlent de plus en plus. Et je trouve même cette année, enfin je sais pas, l'année dernière, enfin il y a 2-3 ans là, je trouve que vraiment les hommes en parlent vraiment de plus en plus, pour un peu démystifier justement ce monde-là et faire prendre conscience que non, genre tu peux être un homme, un vrai homme, et avoir des émotions, avoir des moments où t'es pas bien, tu te sens pas bien, et c'est ok, tu vois. Mais c'est même mieux, je crois. C'est même pas ok, c'est mieux. Je crois que c'est mieux, ouais. Hein. Mais ouais, clairement. Et je pense que, enfin, aujourd'hui, la politique, genre le truc de la sécurité sociale, c'est vraiment essayer de faire de la prévention à fond sur tout ça, parce que en vrai, je crois que j'avais eu les chiffres, j'ai plus exact, mais c'était énorme, près de 50% des arrêts maladie, c'est en fait dû à dépression, burn-out, etc., anxiété, enfin santé mentale en fait. Et donc limite la santé mentale, ça coûte extrêmement cher à la sécurité sociale. Et donc en fait là ils se sont dit ok, ça y est, santé physique, manger, bouger, c'est rentré dans la tête. Maintenant on va faire je sais pas, manger, bouger, respirer. Ah ouais tiens, je vais leur faire un petit message. Pensez, manger, bouger, respirer, ça peut être bien. Mais t'as vu François Bayrou là, le Premier ministre, il a dit santé mentale, une des priorités. Ouais. Maintenant, j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire, mais au moins, c'est fou, mais ça a été verbalisé, quoi. Ouais, ça fait 2-3 ans qu'ils en parlent de plus en plus. Ils ont essayé avec mon parcours psy, mon soutien psy, je crois. Ils ont essayé, ils font des choses, donc c'est bien. Faut que ça bouge, etc. Parce que prenons soin de notre santé, ouais, à fond. Et donc ensuite, soyons informés. Ça, c'est l'autre truc. Pour pouvoir prendre soin de sa santé, autant physique que mental, du coup, faut être informé. Aujourd'hui, sur l'alimentation, on est informé avec le Nutri-Score. Aussi critiquable qu'il soit, on est informé sur le Nutri-Score, on est informé parce qu'il y a les valeurs nutritives sur les trucs, etc. Mais du coup, je citais tout à l'heure une application mobile, mais ils réfléchissaient limite à faire un Nutri-Score des applications. En fait, est-ce que waouh, ce serait énorme, genre Instagram, à quel Z direct à TikTok c'est pire. Ouais, TikTok c'est pire. Enfin c'est pas, je crois ils visent pas la même audience et tout, mais ouais, c'est équivalent. Un YouTube, TikTok, etc. Moi je le vois bien au cabinet quand j'ai les enfants. Voilà, c'est que TikTok c'est plus jeune. J'utilise YouTube. Non, alors les enfants étrangement c'est YouTube. Mais alors c'est parce que je crois que c'est sur la télé. Oui. Et du coup, ils utilisent YouTube sur la télé, mais c'est tous ne regarde pas de vidéos longues. Hein. C'est que des shorts TikTok sur YouTube. Et je regarde les parents, je fais, mais il y a plein de trucs extraordinaires sur YouTube. Allez-y, allumez votre télé, mettez-leur des trucs. Il y a plein de... C'est blindé de formats longs extraordinaires. Et même quand je leur dis, ok, ah ouais, tu regardes des formats longs, c'est bien. Ouais, mais je change souvent. Hein. Ok. Et du coup, c'est vrai qu'on a tellement trop d'infos tout le temps. Tout est instantané, il y en a de partout, que du coup, notre esprit il divague très facilement. Et donc, on est distrait, mais on choisit presque plus aujourd'hui d'être distrait. Enfin, c'est comme le téléphone quand tu travailles. Si tu le mets pas en ne pas déranger, je donne pas cher de ta peau, TDAH ou pas. Hein, tu vas très vite. Il y a maman qui m'appelle. Attends. Oui, maman. Ouais, là, je suis au travail, c'est compliqué. Ouais, on se rappelle ? Ouais, ça marche.
Oui, Florian, ouais. Non, mais là, faut que je travaille. C'est vachement dur, là. Ouais, j'arrive pas à me concentrer. Ouais. Non, mais faut un peu, c'est un fléau. Attends, j'ai une nouvelle. Non, attends, bouge pas, j'ai un truc Insta. J'ai un mail qui est tombé. Les notifications à couper, c'est le plus important. Et ça, c'est fou. Donc, là, on revient sur sur l'environnement de travail. Genre, je pense que c'est hyper important. Ouais. Petite pause, merci de regarder l'épisode. On vous rappelle que cet épisode est sponsorisé par Nutripreneur, qui est notre propre marque de compléments alimentaires naturels et faits en France. Si vous voulez soutenir la chaîne et soutenir une petite marque française, tous les liens sont en description et avec le code Corps et Esprit 20, vous avez 20% sur votre première commande. On est reparti sur l'épisode. Mais tout ce qui est trouble de l'attention, c'est récent ou ça fait hyper longtemps que ça existe? J'arrive pas à savoir si c'est lié justement à l'époque ou c'est juste qu'aujourd'hui on a plus de moyens donc on a l'impression que c'est plus développé ou c'est vraiment lié à la génération? Non, c'est pas récent. C'était déjà étudié il y a bien longtemps, je sais pas les dates, mais par exemple le HP, le haut potentiel, HPI, c'est genre Platon, il en parlait déjà. Genre, donc c'est pas récent. En fait, tous ces questionnements-là sur notre santé mentale, etc., c'est vieux. Maintenant, effectivement, l'état d'avancée aujourd'hui d'un point de vue scientifique, évidemment, on n'y était pas il y a 30 ou 40 ans. On était au balbutiement. Enfin, les outils psychométriques que moi j'ai en neuropsychologie, la neuropsychologie, c'est hyper récent. C'est vraiment tout nouveau. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, on a aussi toutes ces connaissances-là qui arrivent, mais c'est pas parce qu'on les a que maintenant que ça n'existait pas avant. Bien sûr, c'est pour ça ma question. Ouais, clairement. Non, je pense que ça existait bien avant, sauf que c'était pas décrit pareil et ainsi de suite, quoi. Ok. Et est-ce que changer son mode de vie peut suffire ou faut toujours un traitement médicamenteux? Pour un TDAH? Ouais, par exemple. Bah, c'est l'indication. L'indication, c'est la médication. Donc, changer son mode de vie, c'est un problème au niveau un problème. C'est un trouble au niveau du cerveau. C'est le cerveau qui fonctionne différemment. Donc, la première indication reste le traitement. Après, il y a beaucoup de personnes qui n'en veulent pas. Ok. Mais je trouve que là, peut-être que les médecins devraient faire plus un travail de psychoéducation, enfin, vraiment d'éducation presque thérapeutique, d'entretien motivationnel auprès du patient pour lui expliquer en quoi ce traitement peut être bénéfique. Parce que l'idée, c'est quand même de venir un peu, genre, donner des béquilles, quoi. Enfin, il y a comment ça s'appelle? Une psychiatre québécoise, canadienne, comme ça je suis sûr qu'elle est englobée. T'as raison. C'est nickel. Une psychiatre canadienne qui parle en fait, genre TDAH, c'est un peu comme la myopie. C'est le myope, pour voir, il a besoin de lunettes. Bah, une personne avec un TDAH, ayant un TDAH, bah, pour bien fonctionner, il a besoin d'un traitement. Ok. Non, c'est intéressant. Et après, ça vient soutenir, en fait. Certains, ils sont myopes, ils portent des lunettes, et puis en fait, au bout d'un moment, ça va un peu mieux. Ouais, et puis après, il faut peut-être des exos à côté pour soigner, mais il y a quand même les lunettes qui sont là en gros soutien, quoi. Clairement. Ok. Clairement. Et pareil, genre pour les enfants, il y a la métaphore de la Ferrari. C'est genre, en fait, l'enfant, c'est une super Ferrari, quoi. Elle est magnifique, elle est puissante, elle est incroyable, cette voiture. Mais elle a pas d'essence. Donc l'essence, faut en mettre un peu. Et l'essence, en fait, c'est les capacités attentionnelles. Donc il faut que l'enfant, il arrive à conduire sa Ferrari correctement. Donc ça s'apprend, en fait, de trouver l'essence, l'énergie, les capacités attentionnelles. Et la médication, c'est l'une des recommandations première ligne. En fait, les recommandations, il y a vraiment 3 strates: psychoéducation, prise en charge, médication, et deuxième ligne, remédiation cognitive. C'est-à-dire venir vraiment travailler la fonction cognitive, genre on travaille les capacités attentionnelles, on travaille les capacités de mémoire de travail, c'est la capacité à retenir des informations sur le court terme et de les manipuler entre elles. Typiquement, quand vous devez retenir votre code de vérification sur votre banque pour vous connecter à votre espace, il y a 6 chiffres, là vous utilisez votre mémoire de travail. Donc vous le mettez en mémoire de travail, ça va durer genre 20 secondes, et ensuite vous allez l'oublier. C'était juste pour le manipuler et le ressortir. Donc on va travailler en mémoire de travail, des choses comme ça. Donc ça, c'est remédiation cognitive. Et puis ensuite, les TCCE, thérapie cognitivo-comportementale et émotionnelle. Donc c'est psychothérapie. Donc là, souvent, on travaille plus ce qui est annexe au TDAH. Estime de soi, anxiété, etc. Mais le TDAH, il y a aussi des prises en charge qui existent en TCCE. Ok. C'est bien, c'est hyper complet. Mais tout à l'heure, t'as évoqué du coup HPI. Donc j'ai envie de te poser la question, est-ce que le test de QI
est représentatif de l'intelligence d'une personne? Selon la théorie qui suit, oui. Mais toi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de... Je sais qu'il y a un peu une politique autour de ça. Il y en a qui disent que c'est bien, d'autres qui disent que c'est nul, c'est pas assez complexe, etc., que c'est pas scientifiquement prouvé. Enfin, il y a plein de débats là-dessus. C'est un indicateur. C'est-à-dire que le test de QI aujourd'hui le plus utilisé, c'est celui de Wechsler. WISC chez l'enfant, Weiss chez l'adulte. Et il évalue 5 grands domaines. Alors, on va parler un peu d'adultes parce qu'on parle beaucoup d'enfants depuis ce matin, depuis tout à l'heure. On va parler un peu adultes, donc c'est la Weiss et elle étudie 4 grands domaines ces 4 grands domaines composent le quotient intellectuel, donc le fameux QI. Et donc on a dans les domaines la compréhension verbale, la mémoire de travail, ce que j'ai explicité il y a 3 secondes, le visio-spatial, le raisonnement perceptif et la vitesse de traitement. Et le visio-spatial est dans le raisonnement perceptif chez l'adulte. Alors chez l'enfant, il y en a 5. Mais c'est parce que la batterie de l'intelligence chez l'adulte est un peu vieille, elle devrait être mise à jour prochainement, je suppose. Et donc en fait, on a fait passer exactement les mêmes tests à plein d'adultes. Tous pareils. On en a pris, 100. Ils ont tous fait passer le même test. Et donc, il y a une distribution dite normale sur une courbe de Gauss où, en fait, on a 2,3% qui sont dans la déficience intellectuelle, 6,7% qui sont dans la zone limite de fragilité, attention, faut surveiller, moyenne faible, moyenne, il y a 50%, moyenne forte, pareil, 16 et quelques %, zone élevée, et zone très supérieure, dit zone de douance ou HPI. Donc égal ou supérieur à 130. Aujourd'hui, il n'y a pas sur le HPI de consensus scientifique sur la définition, sur ce que c'est, sur machin. Le seul consensus scientifique, et c'est très maigre, c'est quotient intellectuel supérieur ou égal à 130. Okay. Oui, effectivement, c'est... On va pas aller loin. Grossièrement, c'est juste un chiffre des 4 indices que j'ai donnés tout à l'heure. Et encore, faut qu'ils soient homogènes. Parce que si les indices sont hétérogènes, typiquement, tu raisonnes bien mais tu comprends rien, est-ce qu'on peut dire que t'es HPI ? Non, parce qu'on ne peut pas calculer le quotient intellectuel. Par contre, on peut dire que tu as une zone de précocité, ça veut dire que tu es en avance, sur le raisonnement. Là, ça fonctionne. Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le HPI ? J'ai une grande théorie là-dessus, mais vas-y, qui est que ma théorie. Vas-y, on t'écoute. Pour moi, le HPI, c'est un peu... c'est souvent l'arbre qui cache la forêt, quoi. Ça arrive que j'ai des personnes, adultes ou pas, qui viennent se présenter à moi en se disant « voilà, je suis HPI, c'est pour ça que j'ai tout ça. » Mais aujourd'hui, en fait, on ne sait pas si le HPI il est vraiment lié à tout ce que tu as toi. On n'a pas assez de recul scientifique. Donc, c'est par exemple, je suis HPI, c'est pour ça que j'aime pas l'école et que j'arrive pas à me concentrer, que machin, etc. Des fois, c'est pas si sûr, quoi. Ou je suis HPI, c'est pour ça que je déteste aller parler à des gens dans la rue ou aller en soirée. Pas sûr non plus. Peut-être d'autres choses. Et donc, là, aller en soirée, peut-être phobie sociale, anxiété sociale, etc. Difficulté de concentration, c'est peut-être un TDAH derrière le HPI. Difficulté d'interaction sociale avec beaucoup de comportements stéréotypés, etc. C'est peut-être de l'autisme, etc., etc. Et donc, en fait, j'ai l'impression que souvent, le HPI, c'est donné par des mauvais professionnels, entre guillemets. C'est peut-être pas mauvais en soi, mais ils donnent le truc de votre enfant, je le diagnostique HPI, mais c'est pas un diagnostic. Le HPI n'est pas dans le DSM. Okay. Ça y est pas. Enfant, adulte, peu importe, ça n'est pas un diagnostic. Et aujourd'hui, on sait pas. Il y a plein de théories, mais rien n'est validé. Donc tout le monde y va de son truc, tous les chercheurs y vont. C'est très bien ce qu'ils font, c'est parfait. Mais par contre, l'application clinique, pour l'instant, elle reste assez limitée. Ok, donc c'est pas forcément indispensable à faire vérifier pour détecter plus ou moins peut-être des liens qui sont pas forcément. Cause du HPI, quoi. Clairement, en fait, il n'y a pas trop de... Pour l'instant, on n'a pas trop... Enfin, les gens ayant un quotient intellectuel supérieur à 130 n'ont pas plus de difficultés qu'une personne ayant un quotient intellectuel dans la norme. C'est la même chose. Certaines études montrent ça. Alors maintenant, est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on se trompe ? Est-ce que machin ? Est-ce qu'il n'y a pas vraiment quelque chose derrière ? Pour l'instant, on n'a pas assez de recherche scientifique pour avoir un consensus et valider quelque chose. Éventuellement... HPI, une personne ayant un haut potentiel intellectuel, ce serait relié à une personne plus créative.
Ok. Mais c'est aussi relié à une personne TDAH et aussi le trait de personnalité avec la créativité. Ah, bingo, comment on fait? Et c'est quoi la diff entre HPI et HPE? Bah, un, c'est sur le versant intellectuel, l'autre, c'est sur le versant émotionnel. On peut être diagnostiqué, entre guillemets, HPE? On peut avoir... Du coup, on va essayer de pas utiliser le terme diagnostiqué parce que du coup, ça fout clairement la merde. Tester. Je sais même pas comment on pourrait avoir un fonctionnement au potentiel. On pourrait avoir le fonctionnement d'un haut potentiel. Enfin, je sais même pas trop comment le dire parce que, en fait, vraiment, cette étiquette de diagnostiqué HPI ou HPE, du coup, elle colle aux fesses et elle l'entrave, elle pose vraiment problème dans le parcours de soins. Dans le sens où, quand on a une personne qui arrive et qui met le diagnostic HPI au même stade qu'un diagnostic d'un cancer, bah c'est la même chose, un diagnostic, c'est un diagnostic. C'est médical, le diagnostic. Ouais. Et donc, du coup, quand tu as une personne qui arrive face à toi en consulte, qui dit « Bonjour, bah voilà, en fait, je suis HPI », et que tu dois déconstruire ce truc de « peut-être que c'est pas le HPI. Peut-être que c'est autre chose. Peut-être que le HPI, c'est pas le problème de tous les mots. » Et c'est là où je disais que c'est un peu l'arbre qui cache derrière la forêt, parce que c'est vachement plus sympa d'être HPI et d'avoir plein de problèmes parce qu'on est trop intelligent et donc pas adapté à la société, que devoir s'orienter vers soi et ses problèmes et devoir travailler sur soi et avoir une prise en charge adaptée. Vous me suivez ou pas? Ça va? Ouais. Carrément. Et du coup, HPE, il y a un test comme le pour HPE, c'est des comportements. Non, je crois que tu peux aller sur un site d'une consoeur. Tu peux acheter ton petit certificat HPE si tu veux. C'est vrai. Mais c'est quoi? On passe des... Non, je n'ai pas le mot test, mais est-ce qu'il y a des... Il n'y a pas de test, il y a rien. Le HPE... comment tu peux dire que tu es HPE? L'HPE n'existe pas. D'accord, ok. Voilà, genre, en fait... Genre, et ça y est, on y va, là. C'est un concept, genre, juste full marketing pour faire de l'argent et tout. Genre, c'est une psychanalyste. Je vais pas la citer parce qu'apparemment, elle adore mettre des procès. C'est une psychanalyste qui a fait ça en disant, bah voilà, il y a des gens avec un haut potentiel émotionnel et ces gens, bah du coup, ils ont une tonne de problèmes. Et sauf qu'il y a rien, genre, il y a que dalle le HPE. C'est vraiment, en plus, je crois que c'est typiquement français quasiment. Alors, les Américains, etc., eux parlent de hypersensibilité. J'avais posé la question. Voilà, et c'est différent, c'est pas la même chose. L'hypersensibilité, on va la retrouver. Par exemple, dans l'autisme, on va retrouver l'hypersensibilité ou l'hyposensibilité, tout ce qui est sensoriel, lumière, son, etc. S'il y a trop de bruit, Sephora, pour certaines personnes, c'est impossible. Oula. Ouais, entre les odeurs, trop d'odeurs, la lumière, le monde, le machin. Les magasins, pour moi, c'est impossible. Bah voilà, donc peut-être hypersensibilité sensorielle, tu vois, éventuellement, mais ça fait pas de toi, enfin c'est pas une patho, tu vois, enfin et ça y est, t'es pas HPE. Ah attends, tu serais peut-être pas HPE. Je suis HPE là. C'est comment la gestion de tes émotions? Écoute, là c'est dur en ce moment. Ah t'es HPE, non c'est sûr. Ouais. Je te ferai un petit papier. Tu peux acheter le certificat. Ouais. Je peux l'afficher. Tu pourras le mettre. Mais ouais, non, le HPE c'est horrible. L'hypersensibilité émotionnelle, il y a des trucs dessus, mais pour l'instant pas assez de données, trop nouveau. Mais il y a forcément des choses, parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont plus sensibles. Mais il y avait je serais incapable, c'est une américaine dans les années 90, 2000 en gros, peut-être même un tout petit peu avant, enfin, c'est dans cette zone, qui avait fait un questionnaire. Et en gros, son questionnaire, c'était pour justement évaluer l'hypersensibilité émotionnelle. Et elle avait trouvé que 20% des gens seraient hypersensibles, du coup. Quand même. C'est beaucoup. Ouais, une personne sur 5, du coup. Sauf que son questionnaire, en regardant bien ce qu'il évaluait, donc en fait, il y a à l'intérieur des construits, etc., qui évaluent certaines zones, en fait, il est vachement rattaché à de l'anxiété et de la dépression. D'accord. Et donc la question des chercheurs aujourd'hui, vu qu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment de questionnaire pour ça, c'est qu'est-ce qu'il a vraiment évalué, ce questionnaire, sur ces 20%? Est-ce que c'était de l'anxiété et de la dépression, ou est-ce que c'était vraiment de l'hypersensibilité émotionnelle? Une personne anxieuse qui elle serait peut-être elle va peut-être être beaucoup plus émotive qu'une personne qui n'est pas anxieuse. Ouais. En fait, le lien est tellement fort que du coup, tu sais pas trop si c'est la même chose ou juste qu'on a voulu rajouter un nouveau mot pour faire stylé, un peu tendance. Et...
C'est pour ça aussi il doit avoir un peu bon dos sur les mots comme hypersensibilité, HPI. En fait, ouais, c'est hyper tendance. Et surtout que pour une personne, c'est plus facile de se dire, c'est à cause de mon haut potentiel émotionnel que ça va pas, que de dire, c'est ça que depuis tout à l'heure que j'essaye de dire, que j'y arrivais pas. Mais c'est plus facile de dire, j'ai une hypersensibilité émotionnelle, c'est pour ça que ça va pas, c'est pour ça que je peux pas aller dans les centres commerciaux, parce que j'ai aussi une hypersensibilité sensorielle, etc. Alors qu'en fait, si on creuse, ça se trouve, on trouve une pathologie type, j'ai de l'anxiété sociale. Mais forcément, c'est moins sexy. Moins sexy, ouais. Là, la lingerie, elle tombe direct. Il n'y a plus rien. Ouais. C'est vrai que c'est moins sexy. Éclaté au sol. Du coup, ça veut dire, donc en fait, t'as un trouble. Ouais. Ça veut dire que t'es malade dans ton... Ouais. Attends, tu me mets parce que je réfléchis du coup à tout ce que tu dis. Mais il y a un truc que je déteste, c'est les magasins, parce que je trouve il fait trop chaud, trop de monde et trop de parfums différents. Par contre, quand on est 100 personnes et que c'est voulu, ça me va, tu vois. C'est plus quand tu vas chez Sephora, je trouve ça inhumain en fait. Mais bon, au final, même moi, j'aime. Non, mais même tous les magasins, je trouve ça inhumain. Par contre, quand t'as un stade de foot, tu te dis, ouais, c'est normal qu'on soit à 80 000. C'est fait exprès. Oh, putain, je viens de me faire diagnostiquer d'un truc là. T'es rien du tout. Et pourquoi, attends, c'est moi HPE qui prend le relais. Pourquoi tu n'as pas pu te faire diagnostiquer d'un truc? Parce que t'as pas voulu. J'ai jamais. Parce que je suis psychologue et je peux pas diagnostiquer. Exactement, voilà. Et ouais, elle était là, mais j'étais sur la question d'après, en fait. Non, mais c'est super intéressant. Je pense que les gens en apprennent beaucoup là avec tout ce que tu dis. Et j'ai encore 2 petites questions. Ouais, mais il y en a d'autres. Hein. Sur le QI. Ouais. Déjà, parce qu'on dit que c'est par rapport au quotient intellectuel. Et comment on peut expliquer justement la différence d'intelligence entre, par exemple, toi et moi, tu vois. Si on fait le fameux test, on va pas avoir les mêmes résultats. Moi, je serais forcément 10 fois plus intelligent que toi. Ouais, oula, ça c'est shorté. Ouais. Là, c'est shorté. On va l'envoyer à tous les médias. Là, je fais passer le test très souvent au cabinet, donc je le connais par cœur. J'ai toutes les réponses. Ouais. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est qu'en gros, c'est trop bien fait d'un point de vue statistique. Il y a vraiment une distribution, mais normale. Faut imaginer une courbe qui ressemble à... Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas les habitudes, tu vois? Est-ce que c'est pas lié, par exemple, à l'environnement aussi, ou tu vois? Ah, si, plutôt dans ce sens-là, moi, je voulais dire. Ouais, clairement. Par exemple, l'indice de compréhension verbale est très lié à tout ce qui est culturel. Genre, typiquement, un enfant qui, je sais pas, est pas très stimulé, vs un enfant qui a son père qui dit en fait, la dernière fois, j'ai lu le dernier Nietzsche, il était vraiment super, et nous allons aller au musée, etc. Enfin, où il y a vraiment beaucoup de culture, où il y a énormément de choses. L'enfant va souvent avoir un meilleur indice que un autre enfant. Moi, au cabinet, j'ai beaucoup d'enfants, alors du coup peut-être dû au fait là où j'exerce, ou d'adultes d'ailleurs, qui ont souvent un quotient où c'est moi qui suis pas bon dans ma cotation, mais autre problème. Et j'ai souvent des adultes ou des enfants qui ont un quotient intellectuel un peu supérieur à la norme, genre moyenne forte. Mais je commence à me demander si c'est pas dû aussi à la zone géographique dans laquelle je suis. Parce qu'il y a beaucoup de collèges, de lycées privés, et il y a beaucoup de gens qui gagnent bien leur vie, etc. etc. La classe sociale fait que aussi ça aide. En vrai, je sais pas. C'est full hypothèse, mais je me demande s'il y a pas quand même un petit lien, ouais. En tout cas, sur la compréhension verbale, oui. Entre les différences, voilà. C'est pas le côté statistique, c'est vraiment est-ce que ta vie en général, tes habitudes peuvent aider aussi à avoir forcément plus d'aptitude dans... Ah bah ouais, clairement. Si tu la lis pas du tout, que t'as pas beaucoup de vocabulaire, que t'aimes pas les problèmes, que t'es nul en maths, etc., il y aura un impact aussi sur ton quotient intellectuel. Ça va forcément jouer. Parce que l'idée de nos outils psychométriques, en fait, de ce que je fais comme métier, c'est en fait d'évaluer. Donc en gros, la personne arrive face à moi. Je fais l'entretien à Amnès, c'est genre, ok, bonjour, on fait toute l'histoire de vie, de la grossesse jusqu'à aujourd'hui. Donc, comment ça se passe au travail, comment ça se passe à la maison, quelles sont vos habitudes, qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous aimez pas faire, qu'est-ce qui est difficile, on passe sur tout. Et puis ensuite, j'évalue avec des outils psychométriques. Donc, genre, ils font tous la même chose. Moi, vraiment, c'est bête et méchant. Je dis la même consigne, ils répondent, etc., etc. Je m'arrête quand ils bloquent, etc., etc. Et j'évalue toutes les fonctions cognitives. Donc, la mémoire, le côté mnésique, le côté compréhension verbale, le côté attentionnel, le côté exécutif. Les fonctions exécutives, c'est toutes les fonctions qui nous permettent de mener à bien, d'exécuter en fait ce qu'on souhaite faire. Donc la planification, la flexibilité, comment je passe d'une idée à une autre, et du coup l'inhibition.
Comment je fais en sorte quand mon cerveau, il a quand il a une pensée, quand il a une envie, quand machin, de la réfréner. Typiquement, je veux traverser le passage piéton, un manque d'inhibition, ce serait je traverse alors que c'est rouge et qu'il y a un camion qui arrive. Non, là, on doit inhiber l'information de je veux traverser, c'est le feu est rouge, je m'arrête. Là, j'ai envie, on est en train de tourner, il n'y a plus d'eau, je vois que j'ai fini l'eau et que vous, tant pis pour vous, ça va être difficile. Inhibition, j'aurais envie d'aller vous la remplir, mais je ne veux pas le faire parce que je suis en tournage, je ne peux pas le faire, ça va couper, je vais disparaître, ça va être impossible. Donc du coup, j'inhibe tout ça. J'ai envie de dire de manger un truc ce soir, je vais pas commencer à regarder sur Uber Eats si je vais pouvoir commander. Je continue de vous parler, etc. J'inhibe toutes ces pensées-là. Donc ça, c'est l'inhibition. Et donc ça, dans le TDAH, on retrouve beaucoup d'impulsivité du coup, parce qu'il y a des difficultés à inhiber les comportements. Et c'est pour ça que les gens sont sensibles. Tu dois faire, Elle arrive. C'est genre, waouh, j'ai envie de me lever. Il faut que tu la traites tout de suite. C'est viscéral, quoi, en fait. C'est le cerveau, il arrive pas à freiner, en fait. Ok. Non. Ça, c'est très intéressant. Ce côté, Et du coup, c'est bien parce qu'en plus, tu as un peu répondu à une question que j'avais, c'est concrètement comment se passe une séance avec toi. Et du coup, j'évalue tout ça. Et une fois que c'est évalué, j'ai plein de résultats, donc standardisés sur cette fameuse courbe. Et donc là, ça me montre où est-ce que l'individu se situe par rapport aux autres, par rapport à une tranche d'âge bien précise, et par rapport à lui-même. Et donc, est-ce que sa cognition pourrait expliquer ses difficultés, ses comportements? Et puis ensuite, j'étaye. Parce que quand t'es au cabinet, dans une salle hyper calme et machin, c'est pas comme à la maison. Donc ensuite, j'étaye parce que on fait des questionnaires, on fait des entretiens cliniques, c'est-à-dire que on parle des heures et des heures pour bien que je puisse bien comprendre le fonctionnement de l'individu. Et puis ensuite, du coup, j'interprète tout ça et je mets conclusion, adaptation, recommandation, s'il y a besoin de prise en charge, s'il y a besoin de passer voir le médecin, psychiatre par exemple, etc., pour confirmer le diagnostic, parce que en fait là ça va pas et qu'il y aurait besoin d'un traitement, ou en tout cas moi je considérais que ça pourrait être adapté, donc j'envoie vers le psychiatre, etc. Ou au contraire, je sais pas, faut faire une demande RQTH, enfin un truc genre MDPH pour adapter le lieu de travail. Parce que finalement, il y a vraiment une pathologie, il y a un trouble des apprentissages, donc faut peut-être que les ordinateurs ils soient tous adaptés d'une police d'écriture spécifique pour que l'individu il ait un peu moins de mal avec ses troubles des apprentissages du langage écrit, et ainsi de suite, ainsi de suite. Okay. Donc c'est ça mon travail, ça consiste à un peu adapter l'environnement et puis que l'individu puisse se comprendre aussi. Est-ce qu'il y a une sorte de mot-clé où on se dit tiens, il s'est passé ça, je pense ça, j'ai dit ça, il faudrait que j'aille voir un neuropsychologue. Quel moment on se dit tiens, je vais aller voir Baptiste? Quand consulter un neuropsy, quand ça touche au fonctionnement cognitif. Donc quand ça va toucher vraiment à cette idée de difficulté de tous les jours à s'organiser, à planifier, à rester concentré, à réfléchir, à être efficace au travail, à être efficace à l'école, à avoir des problèmes dans les apprentissages, à avoir des problèmes au travail, etc. Là, ça peut être intéressant. Après, généralement, les patients, ils appellent quand ils savent pas trop. Faut oser se renseigner un peu, appeler les professionnels. Au pire, vous tombez sur la secrétaire. Au pire, vous faites un mail, vous avez une réponse dans 10 jours parce que des fois, on est sous l'eau. Mais tentez quelque chose. Après, on rappelle, aller voir un psychologue, ça n'engage à rien, la première séance. On peut aller voir la première séance un psychologue et ne pas y retourner. Oui, c'est ça. On peut y aller une fois et tranquille. Et ce qui est important aussi, neuropsy ou psychologue, c'est pareil, faut se sentir en confiance avec la personne. Bien sûr. Ouais, c'est important. C'est primordial même, genre l'alliance thérapeutique, donc l'alliance qu'on a entre toi et moi là, parce qu'on est en cours d'hypothèse diagnostique, on te rappelle pour Sephora, là, faut qu'on comprenne ce qui se passe. Et en fait, l'alliance thérapeutique est primordiale. Si tu te sens pas en confiance, si t'as des doutes, si t'as des interrogations, il est vraiment compétent cet énergumène là. Du coup, c'est compliqué. Donc, sentez-vous bien avec le psychologue. Allez le voir si vous en sentez le besoin. Si vous allez voir un psychologue, je sais pas moi, type qui fait vraiment que de la psychothérapie et pas de l'évaluation, il va normalement vous réorienter. Il va vous dire, en fait, non, là, c'est un truc neuropsy qu'il te faut. Moi, j'ai pas les outils, mais tu peux aller voir un confrère. Toi, c'était déjà arrivé de dire à un patient, excuse-moi, ça va pas être possible de travailler ensemble, parce que je sais pas, il s'est passé X, et du coup, t'as pas réussi à avoir ce lien, cette confiance qui a fait que tu pouvais pas continuer la séance? Ouais, ça arrive. Ouais.
Ça arrive. Ouais, c'est pas que dans un sens, quoi. Non, ça faut peut être. aussi que le psy soit bien, le professionnel de santé. Bah, il faut que mon expertise puisse répondre à la Déjà, demande. bien sûr. J'en ai plein qui me disent ah mais c'est trop bien, on va travailler ensemble. Je regarde, je fais. Je suis pas spécialisé là-dedans, je sais pas faire. Je vais pas essayer. Ça sert à rien. Je préfère vous réorienter. Je préfère que vous soyez bien suivi avec une personne qui est experte que moi, parce que là, ça sort de mon domaine d'expertise. Ouais, mais je veux quand même. Ouais. On fait 3 séances ensemble. On commence un petit peu, on voit ce qui se passe, mais après, on s'arrête là, quoi. Toi aussi, t'as beaucoup de lapins durant les séances ou pas? Tu fais référence au podcast de la semaine dernière? Oui. Non, ça va. En vrai, ça va. Ça arrive, hein, comme tout le monde. Mais en vrai, je crois que j'en ai, mais j'essaie de passer. Ouais, quoi. Je fais pas attention. J'ai dit beaucoup, j'ai un peu forcé. C'est pas beaucoup que je voulais dire. Ouais, ça arrive toujours. Ouais, ça arrive. Ça arrive. J'en ai. Du coup, je fais beaucoup d'enfants, mais je vois jamais les parents. Ils viennent seuls? Hein? Ils viennent seuls? Ouais, ils sont ados, du coup ils viennent seuls. Mais bon, ados, ils vivent chez papa-maman. Moi, j'ai besoin de travailler avec l'environnement aussi, tu vois. Donc du coup, je les vois pas. Du coup, je fais des mails, machin, et on peut se voir. Ouais, mais je travaille. Ouais, d'accord. Bon. Bah, tu manques d'informations aussi pour du exercer coup, ton métier. Plein de choses. J'ai que la vision de l'enfant. J'ai besoin de travailler avec les parents, léger, etc. Ouais, des fois c'est compliqué, ouais. Okay. Mais ouais. Petit jeu. Bah écoute, on va passer au. Ah oui, non. Au fameux. Comment t'avais connu Corps et Esprit, toi? Parce qu'il me semble que tu connaissais le podcast. Ouais, moi je connaissais de base, mais je crois que c'était sur Insta, les cours réels. T'as dû tomber sur un réel et du coup t'as trop stylé. Donc tu sais que le Wignon existe, quoi. C'est pas la surprise. Ouais. On aime bien surprendre les invités avec désolé. ça. Je t'en prie. Allez. Avoir un grand QI est signe d'intelligence. Bah oui. Nos modes de vie modernes nous rendent moins intelligents. Non. Le porno ruine nos capacités cognitives. Oui. Sans quotient émotionnel, on ne peut pas vivre en société. Oui. Oui. On reviendra dessus. Hein. On peut se soigner de troubles de l'attention. Oui, ça se prend en charge. Les écrans dès le plus jeune âge ont un impact sur nos capacités cognitives en tant qu'adultes. Oui. On surestime le nombre de nos problèmes. Ça dépend des gens, non? Les études sont une source de stress. Oui. La malbouffe augmente les troubles cognitifs. Oui. C'est facile de savoir si on est TDAH. Oui. L'hypersensibilité est difficile à vivre. Oui. Faire du sport soigne nos troubles cognitifs. Oui. En fait, c'est le jeu du oui. Ouais, là, En fait, j'ai nuancé parce que là, vous avez balancé que des oui. Enfin, c'était. Je sais même plus, je me souviens plus, mais il n'y a pas de notion à débat là, je crois. T'as dit des trucs, t'as un peu hésité. Vas-y, on peut revenir sur ce que j'ai hésité. Alors, mais non, Si, rend moins intelligent, non, c'est pas ça? Non, t'as dit vivre en société. Avec une déficience intellectuelle. Quotient émotionnel. Non. Sans quotient émotionnel, on ne peut pas vivre en société. C'est ça la question. Ah, bah en plus, je l'ai pas comprise correctement. Donc nickel. C'est pour ça, c'est le jeu du oui. Sans quotient émotionnel, si, enfin, on a forcément un quotient émotionnel, non. En fait, j'ai pas le quotient émotionnel, j'arrive pas à le définir. Ouais, non, mais t'inquiète, de toute façon, c'est en fait des fois, j'ai l'impression, mais full neurosciences, hein, ok, donc il y a rien, c'est que quand quelqu'un a je pense que c'est quand quelqu'un a un trop gros QI, il va pas réussir du tout à se mélanger à la population parce qu'il y a un écart énorme. Et tu sais, t'as l'impression, tu parles, mais il n'y a pas de neurones, tu vois, miroir, ça ne résonne pas, ça ne discute pas. Et j'ai l'impression qu'ils sont un peu marginaux par défaut. Ouais, je sais pas si c'est lié au QI. Là, ce que tu décris plus, ça fait peut-être plus penser à un fonctionnement autistique, limite. Après, sinon, il y a le... Qui n'est pas lié à un QI, le fonctionnement autistique. Non. Par exemple, Asperger, c'est pas lié au QI. L'Asperger, ça n'existe plus. Bon ouais. Ils ont tout regroupé dans TSA, trouble du spectre autistique. Okay. C'est une ancienne appellation. Parce qu'ils se sont rendus compte que, en fait, ça matchait et que c'était bon. Donc, ouais, ça n'existe plus spécialement. Et en fait, là, ce que tu décris, alors après, il y a le trait HPI, genre THPI. Donc, c'est genre les gens au-dessus de 145. Mais ça équivaut à 0,01, je crois, % de la population. 0,1. Okay. À vérifier. Mais c'est très infime. Il y en a pas beaucoup, voire pas. Et ceux-là, apparemment, ils auraient une petite différence vraiment au niveau de la société
comportement adaptatif serait plus difficile, mais c'est que de l'hypothèse plus. Là, ce que tu décris, difficulté d'interaction sociale, t'as l'impression qu'ils comprennent pas l'interaction, etc. Ça fait vachement plus penser à quelque chose d'autistique que lié au quotient intellectuel. Parce que le quotient intellectuel, on le rappelle, compréhension verbale. Donc, s'il est très intelligent, il doit bien comprendre ce que tu lui dis. Logiquement. Raisonnement, s'il est très intelligent, il doit bien raisonner sur ce que tu lui dis, même s'il trouve ça abject, ce que tu lui racontes. Mémoire de travail, ça doit marcher. Vitesse de traitement, il est capable de traiter l'information à la bonne vitesse. Tu parles pas trop vite. Donc, techniquement, c'est pas du vraiment cuit. Enfin, voilà. Ok. Un peu de chance. Il y avait quelque chose d'autre sur lequel tu voulais rebondir? Malbouffe, on l'a dit. Ouais, malbouffe, c'est fou. Là, il y avait une méta-analyse. J'avais fait une vidéo là-dessus. J'avais vu une méta-analyse. C'est une 30%, je crois que ça augmente risque dépression, machin. C'est énorme. C'est énorme. De toute façon, il y a eu plein d'études là-dessus sur le microbiote et lié justement à la dépression. Et tu dis, 30%, mais c'est gigantesque. Et quand tu vois à quel point, en fait, on mange tous de la merde et que en 2050, un adulte sur 2 sera obèse, tu te dis, wow, ça fait. Ouais. Il y a un gros truc à faire, un gros travail de prévention à faire là-dessus et d'éducation parce que, on va droit dans le mur, quoi. Ouais, clairement. Bah, je suis un ancien obèse. Je fais 140 kilos. C'est vrai. Ouais. Et comment t'as réussi à... Qu'est-ce qui t'a... C'est quoi le déclic? J'ai dormi 6 heures et je me suis levé comme un Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Après, sur une période donnée, c'est différent. Sur une période donnée, tu vois, t'as un objectif qui est hyper important. Mais je m'étais donné à fond, machin. J'avais fait le Eric Flag Transformation Challenge, machin, là, truc à fond. Et en fait, c'est comme ça que ça a transformé. Et c'est là où j'ai compris... alors, j'ai compris un peu au travers de mes études, de ma casquette de psy, mais là, c'est pas casquette de psy, là, c'est casquette Baptiste. Et j'ai compris que, on n'avait qu'une seule santé, et que santé mentale, physique, c'était pareil, et qu'il fallait prendre soin de sa santé, et qu'il y a personne d'autre pour prendre soin de soi que soi-même. Prenez soin de vous. Écoute, ça, c'est une belle... Un beau message de fin. T'as un autre message à... T'as un mot de la fin? Un mot de la fin, le prenez soin de vous, il était pas bien. Mais si, mais est-ce que tu veux parler de quelque chose d'autre? On n'a pas pensé. Non, vous pouvez, si vous voulez en savoir plus sur un neuropsy, vous pouvez aller sur le neuropsy ou les psychologues sur TikTok. Et c'est pas le... Ouais, on est à 2 en fait sur TikTok. Vu que apparemment TikTok faut poster tout le temps. Du coup, on a fait on va poster, on va partager. C'est marrant ça. On va s'appeler les coachs sur TikTok. Voilà. Parce que TikTok, t'arrêtes de poster, t'es mort tout de suite. Donc, du coup, nous, on essaye de poster un jour. Alors qu'Insta, c'est un peu différent. Insta, je pense que c'est important que les gens, ils aient une communauté, T'as une chaîne YouTube? Non, peut-être un jour. Sûrement, peut-être un jour. Podcast aussi, peut-être un jour. Bon, on te le souhaite. Hein. Plein de choses qui arriveront, mais effectivement, le format court, il est frustrant. Dire en 1 minute plein de choses. J'ai des gens, mais les gens de ma communauté sont hyper bienveillants. Ils comprennent que j'avais qu'1 minute pour dire plein de trucs. Mais même pour moi, c'est frustrant de devoir faire en 1 minute des choses. C'est pour ça qu'on fait un podcast, parce que des posts, des réels, tu suis les modes de fonctionnement des réseaux, mais c'est tellement frustrant, tu peux pas aller plus loin, tu fais des raccourcis, des généralités, donc en fait, tu te prends des vagues de machin. Bon, j'ai l'impression, en fait, tu vois, notre vision, c'est les contenus courts sont juste là pour donner envie d'aller sur le contenu très long. C'est ça. Ouais. Parce qu'on part du principe que c'est ça qui va plaire, en fait. Tu vois, on va faire des shorts, mais l'idée, c'est pas que les gens se suffisent à ça. D'ailleurs, moi, ça m'avait fait un petit choc quand j'ai vu qu'on avait plus d'abonnés sur Insta que sur YouTube. Ça se joue à quelques centaines, mais je me dis quand même, c'est censé être l'inverse, puisque c'est sur YouTube qu'a la valeur, et je ne comprends même pas que des gens soient abonnés que au Insta, tu vois, en mode qui n'écoutent pas les épisodes longs. C'est plus facile de consommer franchement, même les podcasts, je trouve que c'est dur à consommer. Après, maintenant, je travaille juste à côté de chez moi, machin, j'ai plus de moments propices. Quand t'as 2 heures de transport, c'est bien. Ouais. La marche. La marche aussi, Après, tu vois, tu parlais de quelque chose tout à l'heure, tu disais les enfants, ils écoutent des contenus longs, mais ils vont pas jusqu'au bout. Moi, j'avoue que je plaide coupable sur une chose, c'est que les contenus longs, parfois, il y en a qui, je trouve, ils parlent trop lentement. Je suis obligé d'accélérer. Vraiment, c'est lent. Ouais, mais ça, je crois que c'est en lien avec tes difficultés à Sephora. Non, mais c'est vrai que pour le coup... c'est pas vrai. Non, mais je suis d'accord avec toi. Des fois, moi aussi, je trouve que c'est trop... Non, c'est qu'en fait, des fois, je sais comment ça fonctionne. Pour le référencement, tu dois blablater dans une vidéo. Des fois, une vidéo de 15 minutes, t'as 2-3 minutes d'intro. Et en fait, en mode, où est l'information intéressante? Et maintenant, grâce à l'IA, même t'as une IA qui s'appelle Transcript Summary. Okay.
ça te retranscrit tout l'épisode à l'écrit. Et en fait, tu peux aller juste chercher, tu sais, le passage qui t'intéressait. Mais pour les gens comme moi, mais c'est une bénédiction. Tu sais, des fois, dans l'intro, tu dis, ce passage, il est ouf. Puis t'as 45 minutes pas terribles, et puis t'as 10 minutes super intéressantes. Ben, comme ça, tu vas pile chercher les 10 minutes. D'ailleurs, c'est pareil pour notre podcast. Hein. J'imagine qu'il y en a qui doivent regarder le sommaire, dire ça m'intéresse. Mais téléchargez que le e-book. Hein. Téléchargez que le e-book. C'est plus rapide. Hein. Allez directement suivre Baptiste sur Insta, et puis le reste, on s'en fout, il y a des shorts. Hein. Ouais, et mettez les likes sur ma vidéo, pas sur le podcast. Ou sinon, vous pouvez noter le podcast sur 5. C'est vrai que aussi. Mettez une étoile, c'est important. On s'est rendu compte que quand on disait pas aux gens de s'abonner et tout, ils le faisaient pas. Ça paraît tout bête. C'est une façon pour nous de nous féliciter parce que tout ça c'est gratuit et ça nous permet aussi d'inviter des experts. Donc mettez-nous un commentaire, 5 étoiles, likez, partagez à vos proches. C'est aussi une façon d'éduquer les gens sur la santé. Si on fait ça, c'est pour vous aider. Donc n'hésitez pas à partager, ça nous fait plaisir. D'ailleurs, il y a des gens qui nous écrivent en privé qui sont hyper contents du podcast. Ça nous fait trop plaisir. Vraiment, on répond à tout. On lit tout ce que vous nous dites. Donc, le like, c'est un peu l'applaudissement du théâtre. Tu vois. Ouais. Au théâtre, t'applaudis. D'ailleurs, tu re-applaudis à la fin. Nous, il faudrait mettre 2 likes. Vous créez un faux compte Google et... Mais par contre, effectivement, quand vous faites des choses bien, et je crois que, j'ai mon mot de la fin, prenez soin de vous, et quand vous faites un truc dont vous êtes fier, ne vous mettez pas la pression. Applaudissez-vous, soyez content de ce que vous avez déjà accompli, et ensuite, acceptez-vous, des fois, de pas être toujours très productif. Ouais, c'est très bien, c'est magnifique. Ouais. On peut pas être 365 jours de l'année au top, quoi. Non. Ok. Baptiste, merci beaucoup. Ouais, Vous avez fait Appel Écho, podcast qui est aussi sorti il y a pas longtemps, du professeur. Vous avez l'air de bien... oui, d'accord, fou, du professeur. Ouais. Ah, tu l'as écouté? Non, je l'ai pas écouté, mais il m'a envoyé son livre. Ok. Du coup, je sais qu'il en parle. Ok, trop bien. Parce qu'il est vraiment sorti hier, donc je me dis, tu l'as écouté, non, c'est dans la soirée. Mais je sais de quoi il parle dedans. Ok, trop bien. Merci beaucoup, Baptiste. Et puis, on mettra toutes les liens en description. Et on mettra les liens de ton cabinet aussi. Tu nous diras un peu ce qu'on... Bon, merci. D'accord, on mettra les liens du Insta, c'est très bien. Les liens du Insta, c'est parfait. Parfait. Et du TikTok, du coup. Et du TikTok, on peut aussi. Et puis nous, on se retrouve dimanche prochain, 18h, toujours avec Flavio et Meryl. Vous avez le lien du e-book en description et les liens pour Nutripreneur aussi en description. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.